Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans le parcours de Mozart que vous nous racontez toute cette semaine, Franck, il y a eu ce qu'on peut appeler aujourd'hui une traversée du désert. Il a connu une période très difficile. Oui, quand même. on est à Paris. Il aura un très mauvais souvenir de Paris. Et pourquoi je vous dis, il est reçu chez un certain nombre de très hautes personnalités, des princes, des princesses, des membres de la cour, etc., qui le reçoivent vraiment pour faire de la musique, vous savez, pour faire le bruit de fond. L'accompagnement. L'accompagnement dans le fond du salon, on n'écoute même pas ce qu'il dit. Les pianos ou les clavecins sont désaccordés. Enfin, tout ça est effrayant entre nous. Mais voilà, c'est la société aristocratique de l'époque. Et Mozart, après tout, pour l'époque, n'est rien encore. Il ne se rend pas compte de son talent. Et bien sûr, et s'il a, évidemment que s'il a conservé de Paris un aussi mauvais souvenir, c'est aussi parce qu'il va vivre là un des plus grand drame de sa vie. Il est arrivé depuis peu de temps lorsque sa mère tombe malade. Et elle est tellement malade, la pauvre femme. C'est la première fois qu'elle quitte vraiment son foyer. Je vous ai dit, c'est une femme qui aime faire la cuisine, qui aime entretenir sa maison, etc. Et là, d'un seul coup, elle est perdue avec ce gamin qui n'arrive pas à se faire accepter dans une grande capitale, la plus grande capitale de l'époque, avec Londres. Elle est totalement perdue, cette pauvre Frau Mozart. Et elle va tomber gravement malade. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle va mourir. Et c'est le pauvre Wolfgang qui est seul avec elle lorsqu'elle meurt. Il ne sait pas à quel saint se vouer, c'est le cas de dire. Et surtout, une fois qu'elle est morte, il faut qu'il organise toutes les obsèques, etc. dans cette ville qu'il ne connaît pas et où personne ne s'occupe vraiment de lui. Il a quelques soutiens quand même, n'exagérons rien. Notamment Grimm, qui va l'aider un peu, le baron Grimm. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il soit tellement entouré. Aidé. Et il va falloir qu'il prenne sa plume et qu'il annonce à son père qu'il a laissé en quelque sorte mourir sa mère. Il n'y arrive pas. Il va mentir à son père. Vous imaginez la première lettre. Alors, on ne sait pas si cette première lettre est destinée à adoucir, à préparer son père à l'idée que sa femme va mourir, ou si c'est simplement que Mozart ne s'est pas résolu à lui annoncer la vérité. C'est terrible ce qui se passe. Alors, il va comme cela chercher fortune, plus ou moins, comme il peut. Et puis sur le chemin du retour, il va s'arrêter à Mannheim, dans une famille qu'il a déjà fréquentée à l'aller, il s'était déjà arrêté chez les Weber, la famille Weber. Il ne s'arrête pas tout à fait par hasard dans cette famille. La vérité, c'est qu'à l'aller, il est tombé éperdument amoureux d'une des 4 filles, de très loin la plus jolie et la plus talentueuse. Et alors cette Aloysia, elle a tout pour elle. Une voix divine, un physique absolument de rêve, un port, une personnalité, enfin elle est merveilleuse. Elle a une autre sœur qui chante, qui s'appelle Josefa. Cette Josefa, un jour, c'est elle, beaucoup plus tard, on en reparlera, c'est elle qui créera le rôle de la reine de la nuit dans la flûte enchantée, dit Zauberflöte, vous savez. Alors, le problème, c'est qu'Aloysia aime beaucoup Mozart en tant que jeune compositeur, elle aime sa musique, elle l'encourage, etc. Mais elle n'est pas amoureuse. Elle n'est pas amoureuse du tout. Aïe. Et la mère Weber, va pousser littéralement dans les bras du jeune Wolfgang une autre de ses filles, alors elle qui est un petit peu moins jolie, beaucoup moins talentueuse, mais qui est tellement charmante et qui surtout, et pour Mozart ça va être une bénédiction, elle aime beaucoup les affaires galantes, cette jeune femme. Donc ça tombait pas mal finalement, ils vont très 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 bien s'entendre sur ce plan-là. Elle s'appelle Constance, bien sûr, Constance Weber, et l'on voit Mozart écrire à son père. Alors, encore une lettre compliquée pour lui demander s'il aurait le droit d'épouser mademoiselle Weber. Léopold est fou de rage, alors décidément, ce voyage ne lui aura apporté que du mal. Les Weber, ces va-nu-pieds, qui ne sont même pas Kapellmeister. Évidemment, comme tous les gens qui ont fait une modeste réussite, Léopold Mozart est un snob, il faut dire ce qu'il est, et il veut pour son fils, il visait beaucoup plus haut, bien entendu. La pensée de venir en aide à une famille pauvre sans en avoir rien à redouter me remplit toute l'âme de joie, lui écrit pourtant Wolfgang. Et Léopold lui répond « Cela dépend de toi que, entortillé par une fille et accablé d'enfants criards, tu finisses ta vie sur la paille ». Ou bien que tu deviennes un homme célèbre, riche, honoré, admiré. Alors on a beaucoup critiqué le père de Mozart, on a dit mais enfin vraiment quel affreux personnage. Et en même temps, il veut le meilleur pour son fils, tout simplement. C'est Jean-Pierre Bienvenu qui l'a dit. On a toujours écrasé les gens autour de Mozart, tous les biographes. Nanner, la sœur, une insignifiante, dit-il. Constance, sa femme, une méprise. Fridolin, son beau-père, un minable mais brave type. Cécilia, la belle-mère, une sangsue. Aloysia, elle ne savait que roucouler.
la Bézelay une cousine polissonne, l'archevêque Coloredo un pervers, les amis inefficaces, etc. Et bien entendu, même l'Europe des Lumières n'aurait rien vu. Est-il nécessaire, pour montrer à quel point Mozart fut un grand homme, de faire en sorte qu'autour de lui, il n'y ait que des petits ? Un extrait du concerto pour piano numéro 21 de Mozart. Et nous retrouvons tout de suite Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Mon cher Franck, je reçois aujourd'hui un homme qui sait allier la science, la culture, la philosophie et qui a surtout une plume, puisqu'il est lu à travers le monde par des millions de gens dans la traduction de ses ouvrages. C'est notre invité Bernard Werber cet après-midi. Il va nous parler des chats. Demain, les chats, c'est son dernier roman. Il sort dans quelques jours chez Albin Michel. Merci beaucoup, cher Nico. Ça va être formidable, comme d'habitude. Nous nous retrouvons demain, Anissa. Avec grand plaisir, à partir de 14h sur Europe 1. C'était Franck Ferrand. Très bel après-midi à l'écoute d'Europe 1, il est 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Comme chaque jour à 14h, nous retrouvons Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Au cœur des histoires, disons-le, puisqu'en l'espace d'une heure, nous allons évoquer 3 destins. Celui d'une jeune Corse extraordinaire, celui d'une ouvrière propulsée dans la révolution de mai 68, et puis bien sûr celui de Mozart. Mozart qui nous accompagne tout au long de la semaine. Vous avez invité François Pégodeau ? Oui, il viendra nous livrer son regard sur mai 68 à travers la BD dont il est le scénariste. Et puis tout de suite donc, je vous raconte une histoire héroïque à faire frémir, celle de l'Antigone corse. Europe 1. 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Lundi 26 septembre 1769, en Corse, vers le nord de l'île, dans la région de Bastia, et plus précisément dans le village d'Oletta. Au milieu des montagnes, la végétation est riche avec des châtaigniers, des oliviers, c'est cette partie verte de la Corse. C'est la fin de l'après-midi, le temps est magnifique, il est même très chaud, les cigales s'en donnent à cœur joie. Dans la principale rue d'Oletta, les habitants se sont massés le long des maisons qui forment une longue rangée, comme s'ils assistaient à une procession. Mais tous sont vêtus de noir, les visages sont fermés, les regards figés, règne un silence pesant, des larmes coulent sur certaines joues, des lèvres tremblent, annonçant des sanglots. Soudain, retentit le glas, la note funèbre du clocher vibrante, glaçante. Un groupe d'hommes déambule dans la poussière. Il y a des soldats vêtus de tuniques bleues et blanches avec les parements rouges. Ils portent des chapeaux à 3 cornes. Ce sont évidemment des hommes du roi de France. Et au milieu d'eux, 6 malheureux qui marchent avec difficulté. Ils portent tous des chemises blanches mais sales, ouvertes jusqu'au nombril, et des culottes de bure brune déchirées. Ils vont pieds nus, ce ne sont pas des vagabonds, ce sont des prisonniers. Ils ont les mains liées derrière le dos, de lourdes chaînes enserrent leurs chevilles, mais ils avancent la tête haute. Ils ne montrent pas la moindre faiblesse, même si leurs joues sont creusées et leur teint blafard. Une charrette ferme le sinistre cortège. Dans quelques minutes, ces 6 hommes vont mourir. Les 6 condamnés pénètrent dans l'église. À ce moment-là, le glas s'arrête. Alors on leur délie les mains. Chacun des 6 reçoit un cierge, ils se mettent à genoux et prononcent des paroles inaudibles.
ce sont plutôt des murmures, après quoi ils sortent de l'église, après avoir fait ce qu'on appelait à l'époque amende honorable, leurs mains sont de nouveau liées et de nouveau on entend sonner le glas. Le soleil à ce moment-là commence à décliner. Les prisonniers sont conduits vers la sortie du village, nouvel arrêt cette fois à une fontaine, les soldats prennent tout leur temps, ils se désaltèrent, ils proposent un peu d'eau aux condamnés qui refusent. Et le groupe repart, et le groupe s'éloigne des maisons. Il emprunte un chemin de pierre et de cailloux au milieu des oliviers. Tout le petit groupe est en train de s'acheminer vers le couvent de Saint-François. Les habitants de l'État tendent l'oreille, et soudain, après un assez long moment, ils entendent des cris dans le lointain, des cris qui durent et qui sont si déchirants que leur écho résonne dans les montagnes. Et puis après un très long et très pénible moment, plus rien, le glas de l'église s'arrête, la foule retient ses larmes, elle prie pour les 6 hommes qui viennent d'être suppliciés. Qui sont-ils ces suppliciés du soir ? Eh bien, pour les habitants, ce sont des enfants du pays. Ce sont des enfants de famille qui vivent ici depuis des générations, mais aux yeux des soldats français, ce ne sont que des individus dangereux et qui n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ils ont été enrôlés dans l'armée de Pascal Paoli, le leader corse de l'époque. Paoli en guerre d'abord contre Gênes et puis maintenant contre la couronne de France. Ça fait des mois maintenant qu'il se bat. Ceux-là ont été dénoncés, arrêtés, emprisonnés au donjon de la citadelle de Bastia et on les a condamnés à mort. On les a condamnés à la pire des morts, au supplice de la roue. Vous savez, ce supplice au cours duquel les os et les membres sont brisés à coups de barres de fer. Dans le ciel de l'État, on peut voir les premières lueurs du crépuscule. Les cigales commencent à chanter un peu moins fort, les habitants du village sont rentrés chez eux. Et dans la famille Gentile, au hameau de Monticello, une jeune fille reste complètement prostrée, hagarde. Elle s'appelle Maria, cette jeune fille brune de 19 ans, et elle était sur le point de se marier avec un des condamnés à mort, avec Bernardo Leccia, qui habitait tout près d'Oletta à Montagione. Il avait 22 ans et il occupait l'un des rôles principaux de la conjuration contre les soldats français. Et pour cause, sa maison jouxtait le château de Montagione où les soldats étaient installés. Il y avait même un souterrain qui reliait sa maison au château. Maria l'a vu, Bernardo. Elle a vu le cortège, elle l'a vu de ses yeux noirs et vifs, elle a vu son compagnon entravé par ses liens et ses chaînes, et puis elle a entendu ses cris qu'elle a reconnus parmi les autres. Elle n'oubliera jamais. Le soir, à table, parmi les siens, Maria reste murée dans son silence. Sa famille ne lui dit rien. Évidemment, on respecte son émotion et quand on se lève de table, on constate qu'elle n'a évidemment rien mangé. Elle sort, pas question pour la famille d'intervenir, aucune remarque. La pauvre, après cette terrible épreuve, a évidemment besoin d'être seule. Ce qui, tout de même, étonne la famille, c'est cette veste que porte Maria et qu'elle cramponne comme si elle cachait quelque chose. Peut-être a-t-elle un peu froid, mais il fait tellement bon ce soir. Maria emprunte un petit sentier à l'écart de la maison familiale. Elle s'arrête dans le crépuscule. À ses pieds, une simple dalle grise avec une croix. C'est la tombe de ses ancêtres. Elle tombe à genoux, cette jeune fille. Elle pleure pendant de longues minutes. Et puis elle se redresse et en se relevant, elle laisse tomber un couteau. Oui, un couteau. Un couteau avec un manche en corne, le même que celui qu'elle utilise pour couper les quignons lorsqu'elle conduit ses chèvres dans la montagne. Elle a prévu ce soir d'en faire un tout autre usage. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez cet après-midi l'histoire de Maria Gentile. C'est une jeune femme de 19 ans dont le fiancé a été condamné à mort pour avoir voulu s'opposer avec d'autres Corses à la France. Alors je vais vous poser une question qu'on a certainement appris à l'école mais que j'ai oubliée. De quand date le rattachement de l'île à la France ? De mai 1768. C'est plus qu'un rattachement, c'est un achat. C'est assez étonnant. La République de Gênes va céder en effet au roi Louis XV ses droits de souveraineté sur la Corse, ce qui soulage
soulage les Génois, qui n'avaient jamais réussi à pacifier l'île, et puis ce qui arrange aussi leurs finances, puisqu'on va leur donner quelques millions de louis d'or en échange. Mais le général de la nation corse, ce Pasquale Paoli dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment n'est pas du tout d'accord avec ce traité. Il décide de mener la guerre désormais contre la France. La résistance des Corses, qui n'ont évidemment aucune artillerie, qui n'ont pas de troupes entraînées, cette résistance n'en est pas moins héroïque, y compris dans ce village d'Oletta dont nous parlons. Après 1 an de lutte, Paoli part pour l'exil. On est là en juin 1769. Les députés reconnaissent la souveraineté du roi de France et le roi Louis XV va donc faire entrer la Corse dans le giron français. Ce qui est assez étonnant, c'est que juste à ce moment-là va naître, le 15 août, bien entendu, de cette année 1769, un certain Napoleone Bonaparte, le futur Napoléon Bonaparte, qui, sans cet achat par Louis XV, évidemment, n'aurait pas été français, il aurait été génois. Le sort de l'Europe en aurait sans doute été changé. Merci pour ce rappel de l'histoire, Franck. On en avait bien besoin aujourd'hui pour suivre cette histoire, effectivement, parce qu'on revient à cette histoire. On est en septembre, les conjurés d'Oletta ont été condamnés à mort, on vient de le vivre avec vous, et la fiancée de l'un d'eux, Maria, s'est saisie d'un couteau et elle a quitté la maison familiale. Oui, la nuit n'est pas tout à fait tombée encore sur Oletta. Maria a quitté le sentier après s'être recueillie sur la tombe de ses ancêtres. Elle a pris un chemin qu'elle connaît par cœur. Elle l'a emprunté des milliers de fois, ce chemin, depuis qu'elle est petite. Seulement, dans la nuit, elle ne voit pas grand-chose. Elle doit faire attention à ne pas trébucher sur toutes les pierres, sur les racines, etc. Alors elle avance doucement, tout doucement. Elle aperçoit au loin une masse sombre, c'est le couvent de Saint-François. Maria Gentile est sur le même chemin qu'ont emprunté Bernardou et les 5 autres condamnés à mort, entourés par les soldats français quelques heures plus tôt. La jeune femme a toujours ce couteau qu'elle a caché dans sa veste. Et puis, soudain, elle entend des bruits, ce sont des voix d'hommes. Maria s'arrête, elle se glisse discrètement dans les arbustes. Elle voit 2 silhouettes, ce sont des soldats français qui parlent, qui rient, et puis ils vont s'éloigner. Ils montent sans doute la garde. Discrètement, Maria s'éloigne. Elle bute à ce moment-là dans une pierre au niveau du genou et elle ressent une douleur très vive. Elle a mal, bien sûr, mais il faut se montrer très discrète. Elle prend à ce moment-là un tout petit chemin qu'elle connaît bien lui aussi, plus escarpé encore que l'autre. Ce chemin mène vers le couvent, mais il permet d'éviter les sentinelles. Maria en est quasiment réduite à ramper, car les arbustes sont très petits et si elle marchait, son ombre pourrait être repérée. Au bout du chemin, elle s'arrête. Elle essaie de savoir si les hommes ne seraient pas restés. Visiblement non. Il n'y a plus un bruit, plus une voix, pas la moindre silhouette. Alors, elle continue, elle arrive dans une petite plaine et là, Maria s'approche et elle voit la scène horrible. Ces 6 ombres qui se balancent aux branches d'un olivier. Les pieds ne touchent pas le sol, les coups sont pendus sinistrement aux branches de l'olivier. Maria est face aux 6 cadavres des suppliciés qu'on a installés là pour les exhiber. Un écriteau est accroché sur chacun des corps démembrés. Qui osera détacher subira même châtiment. Maria a du mal à se reprendre. Elle a un mal terrible au cœur. Elle manque de s'évanouir lorsqu'elle reconnaît Bernardou, son Bernardou, celui avec lequel elle devait se marier. Des noces que tout le village attendait tant les 2 fiancés étaient beaux. Il a maintenant les yeux révulsés, la bouche ouverte, la poitrine et les membres ont été rompus. Maria est si troublée qu'elle n'arrive même pas à crier. Ses yeux s'embrument. Elle a du mal à trouver des larmes. Sa main saisit à ce moment-là le manche de son couteau. Elle a bien l'intention de détacher Bernardou et de lui donner une sépulture honorable. Seulement le corps est haut, comment l'atteindre, cette corde ? Maria essaie de se hisser sur la pointe des pieds de toutes ses forces. Elle étend son bras pour atteindre la corde, elle y est presque, mais non, il manque encore à peu près l'espace d'un demi-bras. Maria sait ce qu'il lui reste à faire, elle va se servir du corps de son compagnon pour atteindre la corde. Elle saisit donc le corps de Bernardou, elle le presse contre elle, elle essaie comme ça de grimper, elle
tranche la corde avec son couteau, mais c'est très très dur. Les coups de couteau ne sont pas assez incisifs, la corde est épaisse, Maria glisse souvent, elle insiste, elle glisse à nouveau, se cramponne au cadavre de son fiancé, elle sent le désespoir la gagner, mais elle ne doit pas relâcher son effort, car lorsqu'elle sera trop épuisée, il sera trop tard. Au bout de quelques minutes, elle voit que le chanvre est en train de céder petit à petit et la corde craque. Pour Maria, le plus difficile commence. Elle reçoit dans ses bras frêles le corps de Bernardou qui tombe à la renverse. On dirait un peu une pietà, vous savez, une pietà corse. Le corps est lourd, Maria s'écroule sous le poids de ce cadavre, mais elle ne doit toujours pas perdre de temps. Peut-être qu'après tout, les soldats ont entendu du bruit lorsque le corps est tombé à terre avec Maria. Peut-être qu'ils vont faire une ronde ou la surprendre. Maria essaie donc de mettre le corps de Bernardou sur son dos. Pour elle, hors de question de traîner son fiancé sur le sol. Seulement le corps est lourd, il est très lourd et elle est si frêle, si mince. Elle progresse péniblement sous les oliviers. Le couvent lui apparaît comme une sorte de mirage, pourvu que la porte ne soit pas fermée. Maria, qui est complètement écrasée par le poids de Bernardou, s'écroule quasiment à l'entrée du couvent. L'appréhension la saisit, elle touche de sa main moite et pleine de terre la poignée de la porte du couvent. La porte est ouverte, elle la pousse. Et s'il y avait maintenant du monde dans la chapelle, des personnes occupées à prier, des soldats? Non, la chapelle est vide. Le corps de Bernardou glisse de son épaule, elle le soutient avec précaution. Sa mission n'est pas finie. Je parlais de la Pietà tout à l'heure, à présent elle ferait plutôt songer à Antigone, vous savez, qui doit enterrer son frère. Il faut maintenant ensevelir le corps de Bernardou dans la tombe familiale. Là encore, la dalle est beaucoup trop lourde pour elle, elle essaie de la pousser de toutes ses forces avec l'énergie du désespoir, tout ce chemin parcouru. Elle est si près du but, elle s'arrache littéralement les ongles et la peau des mains et finalement, elle parvient à pousser un peu comme ça une partie de la dalle. À ses pieds, elle voit le tombeau. L'ouverture n'est pas très grande, mais ça devrait suffire à enterrer Bernardou. Maria le soulève de nouveau. Elle prend sa tête contre elle, elle l'embrasse une dernière fois. C'est un long baiser d'adieu. Elle le dépose ensuite comme elle peut dans la tombe. Le corps passe tout juste. Maria va ensuite repousser la dalle avec plus de difficulté peut-être encore qu'elle en a eu à l'ouvrir tout à l'heure. Elle s'agenouille. Elle prie maintenant. Elle prie tout discrètement. L'Antigone corse quitte le couvent. Elle repart chez elle dans l'obscurité la plus totale. Personne ne l'a vue. Bernardo au moins repose en paix avec les siens. Mais Maria maintenant, que va-t-il lui arriver ? Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous racontez l'histoire de cette jeune fille de 19 ans, cette jeune Corse qui a décroché son compagnon qui venait d'être pendu pour le mettre dans le tombeau. Que va-t-il lui arriver maintenant ? Après sa funeste expédition nocturne, Maria a dormi comme un poids. Sa mère la réveille en catastrophe. Le corps de Bernardou a été décroché cette nuit, lui dit-elle. On a arrêté tous les hommes de la famille. Ils sont interrogés par les soldats. Oh, c'est une tragédie. Et déjà, la mère est dehors. Maria se précipite avec elle sur la place du village. Elle n'a même pas eu le temps de s'habiller. Elle marche pieds nus. Un soldat l'empêche d'avancer. Au milieu de la foule massée pour assister à la scène, Maria distingue les hommes de la famille Leccia. Il y a le patriarche, un grand vieillard barbu et voûté, et puis tous les hommes jusqu'au dernier, un adolescent de 15 ans. Si personne ne se dénonce, ce sont eux qui vont être mis à mort. C'était la menace. Soudain, un groupe d'hommes et de femmes se jette sur les soldats révoltés par l'exécution de la veille. Ils sont bientôt maîtrisés, la situation dégénère. Maria s'approche d'un officier, c'est le général de Vaud. Depuis quelques semaines, le général de Vaud est gouverneur de la Corse et elle ouvre la bouche et elle lui dit clairement, en le regardant dans les yeux, c'est moi qui ai enlevé le corps de Bernardou Leccia. Le gouverneur la regarde. Cette jeune femme, toute frêle, prétend avoir dépendu, transporté sur plusieurs mètres, enseveli le cadavre de son fiancé. Ça paraît bizarre tout de même. Tu mens, lui dit-il, va-t'en. Il ne la croit pas. Maria montre le couteau qui a servi à trancher la corde. Elle montre ses mains, encore tout abîmées, la blessure au genou en se cognant sur la pierre. Elle raconte tout dans le moindre détail. Et sur la place du village, vous imaginez le silence. On entend quelques exclamations de surprise. Quel courage, disent certaines femmes, ou au contraire, elle est folle, mais elle va mourir.
Le général de Vaux ne semble pas trop la croire finalement. Il sourit à moitié et donne l'ordre de relâcher les hommes du clan Leccia. Et elle, que va-t-elle devenir, Maria ? Elle va sans doute mourir. Et si elle était rouée à son tour et pendue comme son compagnon ? L'officier ordonne seulement à ses hommes de partir. Puis il tourne lui-même les talons. Maria n'en revient pas. Elle reste immobile de longues secondes. Plusieurs mois après le drame, Maria Gentile épousera un parent des frères Guidoni exécuté avec son fiancé. Mais dans les yeux de ses contemporains, elle restera toute sa vie secrètement celle qui a mis Bernardo au tombeau. Vous avez peut-être entendu parler de cette bande dessinée sur mai 68, elle s'appelle Wonder et nous allons plus loin aujourd'hui avec votre invité puisque vous recevez Franck Ferrand, l'auteur de la BD François Bégodeau. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir avec ce travail qui est aussi littéraire que graphique en quelque sorte. C'est une bande dessinée assez inspirée, très artistique. Vous avez écrit le texte et vous avez d'abord pour cela fait des recherches. Expliquez-nous quel est le personnage central de cette bande dessinée. Alors ce personnage central est à la fois très fictionnel, c'est une jeune ouvrière des usines Wonder de Mais voilà. de il faut dire pour les plus jeunes qui nous écoutent ce que c'est que les usines Wonder. Oui, alors Wonder, oui. C'était des usines de piles très connues. La pile qui ne s'use que si on s'en sert. C'est un slogan que j'ai d'ailleurs réutilisé c'est un slogan qui me fascine totalement parce que je le trouve très tautologique. Bon bref. Donc cette jeune ouvrière qui doit avoir quelque chose comme 20, 22, 23 ans, elle peut même être plus jeune parce qu'à l'époque on embauchait très jeune. C'est une ouvrière lambda qui n'a pas de conscience politique, qui est plutôt docile. Au début, elle est très tranquille. Oui, son petit chef la salue d'ailleurs comme très disciplinée, pas du tout revendicative. Et puis elle va être prise dans une manifestation. Disons, le mouvement de 68 s'invite un peu dans cette usine. Ils viennent chercher les ouvriers, comme ça s'est fait à l'époque. Elle est prise dans le flux de la manifestation et elle va se transformer pendant ce mois. Et sa vie, qui au départ est un peu une vie en noir et blanc, va s'animer de couleurs. Absolument. Ce qui est assez étrange, c'est que vous nous parliez d'une ouvrière, de manifestations, de grèves, etc. Alors que dans la mémoire collective, mai 68, c'est d'abord, comment dirais-je, le caprice de petits étudiants bourgeois. Voilà, disons que c'est une des impulsions pour écrire ce scénario de BD, a été de faire contrepoint justement à cette mémoire-là que je trouve particulièrement injuste, sélective, partiale et partielle, parce que c'est quand même mai 68, c'est d'abord la plus grande grève générale du XXe siècle, tout simplement. Alors pour faire une grève générale à l'époque, vous pouvez pas le faire qu'avec des étudiants, parce qu'il y avait très peu d'étudiants à l'époque, les universités s'étaient pas encore massifiées, et donc c'est bien les ouvriers qui ont fait mai 68 et qui ont fait que c'est un mois qui est resté dans les mémoires. Eh bien voilà un sujet que nous allons développer maintenant, mai 68, du point de vue de la mémoire ouvrière, avec François Bégodeau. Europe 1, au cœur de Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Mai 68, grâce à l'ouvrière Renée. Voilà ce que vous découvrez dans cette bande dessinée signée François Bégodeau et illustrée par Élodie Durand. Elle s'appelle Wonder. Et François Bégodeau est votre invité, Franck Ferrand. Oui, François Bégodeau, il faut tout de suite préciser que vous n'avez pas vécu, évidemment, mai 68. Hélas, vous êtes même né après, vous, en fait. Oui, en 71. Moi, je suis né juste avant, mais vous, juste après. J'étais un adolescent, moi, des années 80, très désynchronisé. Ouais. C'est-à-dire que toutes mes références, toutes mes fascinations se portaient plutôt sur, disons, les années 50, 60, 70, à la fois en musique, en politique, en littérature, en philosophie, en littérature. Et bon, donc voilà, j'ai vécu un peu dans ce contre-temps-là parce que j'ai toujours eu l'intuition, disons que je vivais une décennie des années 80 qui était beaucoup plus régressive d'une certaine manière, beaucoup moins progressiste que ne l'avaient été les décennies antérieures, ce qui crée un drôle de bug. Donc j'ai dès cet âge-là, puis avec le temps comme ça, accumulé une sorte de documentation sur ces années-là, voilà, dont je me suis servi. Est-ce que vous avez connu des gens qui ont fait mai 68, qui vous en ont parlé, etc. Mes parents, par exemple, n'ont pas fait mai 68, ils se sont mis en grève comme tout le monde, mais voilà, ce qui est déjà pas rien. Bon, ils étaient instituteurs à l'époque. Je pense que les amis de mes parents étaient des gens qui globalement venaient de cette séquence 68, sans avoir forcément été très actifs pendant mai 68. Parce que mai 68, je pense que ça commence après-guerre. Voilà, c'est un point de cristallisation d'un mouvement plus général. Ce qu'on appelle mai 68, c'est l'acmé, c'est vraiment le moment où explose toute cette ce long mouvement qui est né même déjà presque avant-guerre et qui a vraiment pris corps dans les
des années 50. En mai 68, la société, en quelque sorte, voit surgir cette révolte d'abord étudiante, quand même. Il faut respecter l'histoire, oui, factuellement. Oui. Ce sont bien les étudiants qui, d'abord ceux de Nanterre, et puis ceux de la Sorbonne, etc., qui vont s'agiter. Il cherche à faire la jonction avec un mouvement ouvrier. Il faut raconter cet aspect-là, bien entendu. C'est la fameuse chose qui se pose à chaque mouvement social, si vous voulez, notamment quand il est impulsé par des étudiants, qui s'est posé par exemple pendant Nuit debout au printemps dernier. La fameuse jonction, la jonction entre une sorte, qu'on peut appeler d'avant-garde intellectuelle, en tout cas de petite bourgeoisie intellectuelle politisée, et le prolétariat, comme on disait à l'époque, ou la classe ouvrière, les classes populaires, les quartiers populaires, comme on a dit au printemps dernier. Il se trouve que la jonction, quoi qu'on dise en 68, elle a fonctionné. Je veux dire, contrairement à ce qui s'est passé peut-être au printemps dernier, elle a fonctionné. Il y a eu un mouvement étudiant qui a grossi en mouvement ouvrier. Il y a eu énormément de grèves partout. Il y a eu des insurrections ouvrières. Moi, je viens d'une région, Nantes, la Bretagne, en tout cas les Pays de Loire, qui ont été très marqués par mai 68. Les chantiers navals à Saint-Nazaire, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a marché. Je veux dire, on met toujours en avant l'échec de 68. Je pense que tout mouvement insurrectionnel échoue. Simplement, il s'est passé beaucoup de choses tout à fait positives. Non seulement on met en avant cet échec, mais on évoque généralement la désillusion de ceux qui ont participé au mouvement, qui commencent souvent très motivés et qui finissent nettement moins motivés. C'est exactement le contraire pour ce qui est de votre je pense que votre héroïne. C'est assez vrai ce que documentait par exemple le beau film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans, qui est sorti 10 ans après 68 et qui constatait qu'il y avait eu énormément de suicides parmi ses amis qui avaient fait 68. Donc je pense qu'il y a eu cet aspect-là comme une espèce de gueule de bois. J'avais envie de mettre en avant, comme je trouve que cet aspect-là est un peu trop mis en avant, le fait que vraiment je crois que ce mois, en tout cas la séquence dont il est l'acmé, comme vous le disiez très bien, a changé des vies, a fait que beaucoup de gens se sont émancipés. Alors, mon ouvrière à moi, une fois qu'elle a passé son mai 68, elle ne peut plus rentrer dans cette usine. Elle ne sera plus jamais le petit pion chez Bonder. Elle n'y arrivera plus. Et je me suis inspiré d'un vrai personnage qui a documenté. Il faut dire d'où vient ce personnage d'ailleurs. C'est un petit film qui est devenu presque culte, je dirais, qui a été fait par des étudiants de l'IDEC en juin 68. Au moment où ils se mettent devant les usines Bonder de Saint-Ouen, parce que je pense qu'il devait avoir une sympathie pour le mouvement et peut-être une sympathie pour la classe ouvrière. Et il tombe, chance du documentariste, il tombe sur cette ouvrière qui, alors qu'il faut rentrer maintenant à l'usine, ça y est, c'est fini, ne veut plus rentrer. C'est la passionnariat. Et elle a ce monologue génial qui fascine à peu près tous les gens qui le voient. J'invite d'ailleurs à tout le monde à le voir, c'est disponible sur Internet, absolument. Elle dit, je veux plus rentrer dans cette tôle, j'en ai marre d'avoir du noir jusqu'à là. Enfin, elle a cette espèce de gouaille ouvrière en plus, qui m'a toujours fasciné, qui avait fasciné Hervé Leroux, le cinéaste qui en 98 avait essayé de la retrouver dans un documentaire 30 ans plus tard, et avait échoué à la retrouver. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, donc elle est d'autant plus mythique. Alors moi, plus. Moi, je me suis amusé, j'ai pas recherché, j'ai pas fait comme Hervé Leroux, mais je me suis amusé à imaginer plutôt le mois qui avait précédé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette jeune ouvrière, d'un seul coup, ce qu'elle avait connu pendant son mai 68, lui rendait insupportable, ce qu'elle avait finalement assez bien supporté jusque-là. Évidemment, il y a tout son vécu, il y a l'amour qui se mêle de tout ça. Votre bande dessinée n'est pas du tout bavarde, je tiens à le signaler. C'est-à-dire qu'il y a des planches entières sans dialogue. C'est assez étonnant venant de vous, si je puis dire. Oui, disons, pour le bavardage, j'ai ma dose. J'ai mes romans, j'ai mes critiques littéraires ou autres. Enfin, j'ai de quoi largement exprimer. C'est vrai que quand je scénarise une BD, j'ai plutôt tendance à vouloir travailler sur des verbes, disons un verbe assez elliptique et laisser la place pour le dessinateur, qui en l'occurrence est une dessinatrice, Élodie Durand, qui a très bien, je trouve, c'est très bien mis dans mon imaginaire, en quelque sorte. Et ce n'est pas, disons-le, une histoire de mai 68 que vous nous proposez, même pas du tout. C'est une évocation de cette période. Et au-delà de la crise ou de la révolution, comme on voudra, de mai 68 en tant que telle, c'est toute une époque que vous faites revivre, avec beaucoup de nostalgie d'ailleurs, c'est assez étonnant. Ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est 68 tel que vécu par une personne. Je crois que c'est très important. C'est peut-être de la micro-histoire, ce qu'on appelle la micro-histoire. Oui, voilà. Alors en histoire, il y a des éminents historiens qui se sont penchés sur ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il me semble que ça peut être le lieu de l'art, ça. C'est-à-dire là où l'histoire peut-être travaille les grands mouvements, enfin en tout cas les ambiances générales. Peut-être nous autres romanciers ou scénaristes de BD, on s'intéresse à la façon dont ça a été vécu par un individu, quoi. Parce que c'est ça qui me semble important pour 68, c'est franchement, beaucoup d'individus ont été traversés par quelque chose de puissant qui a fondamentalement changé leur vie. Peut-être 3 ans plus tard, peut-être 10 ans plus tard, peut-être 15 ans plus tard. Mais c'est vrai que racontant 68 d'un certain point de vue,
on finit par raconter 68 aussi. Donc avec Élodie, on s'est amusé à, faire rentrer l'époque à travers des slogans, à travers des couleurs, à travers des formes. La condition des gens et la condition des femmes, notamment, bien entendu. C'est-à-dire que, comme c'est assez vrai encore aujourd'hui, non seulement vous aviez une classe ouvrière quand même qui travaillait quelque chose comme 50 heures par semaine pour des salaires relativement bas, mais évidemment, comme d'habitude, les femmes étaient les parents pauvres de l'histoire. Et aux usines Wonder, c'était essentiellement des femmes qui s'asphyxiaient de charbon toute la journée pour un salaire de misère. Donc vraiment, je crois qu'il y a eu à cette époque-là des gens de la classe ouvrière qui, ayant été traversés encore une fois par l'énergie insurrectionnelle de 68, par tout un tas de slogans, par tout un tas de suggestions verbales et philosophiques, se sont d'un seul coup dit non, c'est vraiment insupportable cette vie. On peut imaginer que cette Renée, elle existe toujours, puisque en gros elle serait née juste après la guerre, donc elle pourrait tout à fait nous entendre par exemple, elle pourrait tomber sur votre livre, vous voir à la télé, que sais-je, elle va peut-être entrer en contact avec vous. Je me dis que si Hervé Leroux avait échoué à la retrouver 30 ans plus tard en 98, j'ai bien peur que ça devienne encore plus improbable qu'elle se manifeste maintenant. Mais sait-on jamais, miraculeusement, cette jeune femme, qui n'a pas de nom d'ailleurs dans le petit film dont je me suis inspiré, ce qui la rend effectivement encore plus mythologique. On ne connaît d'elle qu'un moment fort d'une minute, ce qui est complètement fascinant, quoi. Alors vous qui nous écoutez peut-être, Renée entre guillemets, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et évidemment nous vous donnerons les coordonnées de François Bégodeau. Ça vous intéresserait de la voir, plaisir, évidemment. Plaisir, je suis très curieux. Vous avez travaillé avec Élodie Durand, ou je ne sais pas si c'est elle qui a travaillé avec vous. En tout cas, c'est une vraie collaboration, bien entendu. C'est assez nouveau pour vous cet exercice. J'avais déjà scénarisé 2 BD. Travaillé avec d'autres dessinateurs, mais là j'avais lu une BD qu'avait fait toute seule Élodie précédemment, que je trouvais absolument brillante et surtout très inventive dans les formes, et j'avais envie effectivement d'un dessinateur ou d'une dessinatrice qui fasse une part à ce qui s'est passé formellement dans ces années-là. Parce que c'est ça, à l'art des années 60, absolument. Parce qu'il y a des pages qui sont conçues quasiment comme des tableaux de pop art en fait. Voilà, il y a une libération des formes. Il n'y a pas simplement une libération des corps dans ces années-là, il y a aussi une libération des formes. C'est tout à fait fascinant de voir comment le cinéma évolue à l'époque. C'est fascinant de voir comment la pop musique évolue, comment les Beatles par exemple, commençant par des chansons un peu yéyé, bon enfant, issues du rhythm and blues, vont complètement inventer la pop psychédélique. Enfin, je veux dire, il y a à ce moment-là une joyeuse farandole de formes dont j'ai voulu que l'album soit un petit peu représentatif, et là-dessus, Élodie ne m'a pas déçu, quoi. Elle est même allée très très au-delà de ce que j'espérais de mieux. Wonder ou Vonder, si l'on peut dire comme pour les piles, c'est la bande dessinée de François Bégodeau et Élodie Durand qui paraît chez Delcourt Mirage. Merci beaucoup François Bégodeau. Merci à vous. Sa vie a été courte, elle n'a duré que 35 ans, mais tellement riche que toute cette semaine, vous avez décidé de nous emmener sur les traces de Mozart. C'est notre grand destin de la semaine. Oui, il était vraiment étonnant. Vous savez, je racontais hier cette anecdote du Miserere d'Allegri. Vous savez, il est dans la chapelle du pape au Vatican. On joue cette musique que personne n'a le droit de jouer ailleurs, ce qui fait qu'on n'a jamais procuré à personne la moindre copie du Miserere. Et Mozart, il y a plusieurs voix, c'est une musique complexe, extrêmement subtile. Mozart écoute et il reproduit. Et le pape à qui on a raconté l'anecdote est tellement stupéfait qu'il va faire de Mozart un chevalier de l'éperon d'or. Il est jeune encore, il là, est d'ailleurs. tout jeune, il a 12 ans. Et il est très célèbre déjà dans l'Europe entière en tant que petit prodige, mais aussi un peu en tant que compositeur. C'est vrai que d'avant tout, c'est sa fascinante mémoire qui fascine les contemporains. Elle permet à Mozart de composer n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est intéressant quand on voyage énormément. Je vous disais hier qu'il était toujours en voiture, Mozart. Eh bien, en l'occurrence, même lorsqu'il est sur une route, même lorsqu'il est en train de voyager, ou lorsqu'il fait une partie de billard, ou lorsqu'il est en promenade, il a des notes qui lui viennent et des accords et des mesures, et voilà, et ça y est, il est en train de composer sa musique. Il n'a pas besoin de la noter. Il lui suffit, plus tard, lorsqu'il est tranquillement devant sa partition, il lui suffit de la transcrire à partir de ce qu'il avait retenu, car il n'oublie jamais un accord. Ça, c'est tout simplement extraordinaire. D'où peut-être aussi le côté tellement vivant et vibrant, le côté tellement libre et spontané de la plupart des compositions mozartiennes. Pourtant, Mozart n'a pas l'air de plaire à la seule personne qu'il devrait contenter, son patron. J'y viens dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1.
Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Mozart pour le 2e épisode de ce grand destin. C'est dans moins d'1 minute. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Une oreille absolue, une mémoire incroyable. Voilà ce que représente Mozart. En tout cas, vous venez de nous en parler il y a un instant. Et pourtant, vous nous disiez, cela ne contente pas son patron. Et non, son patron, c'est l'archevêque, le prince archevêque, puisqu'il est électeur du Saint-Empire romain, le prince archevêque de Salzbourg. Or, le vieil archevêque est mort en 1771. Il faut savoir que le père de Mozart, Léopold, est Kapellmeister, c'est son titre à la cour. Et Mozart est un degré en dessous, il est chef d'orchestre, on appelle ça Concertmeister. Et un Concertmeister, à l'époque de l'archevêque en 1771, c'est ni plus ni moins qu'un fournisseur ou même un serviteur. Il porte la livrée du prince, il doit obéir tout simplement. Et quand meurt le vieil archevêque de Salzbourg, que tout un brave homme, ma foi, on envoie pour le remplacer Monseigneur Hieronymus von Colloredo. Et Colloredo, lui, n'est pas du tout facile. Il est autoritaire, il est imbu de sa position qui, évidemment, est très élevée, c'est certain. Et la première chose qu'il commence par faire, c'est exiger de tout le personnel qu'il soit désormais présent et à l'heure. La discipline, vous savez, C'était pas le fort de Mozart. Non, c'est pas son fort. Il faut autant le dire. Alors c'est vrai que Mozart, le jeune Mozart, a vu ses appointements augmenter avec l'arrivée de Colloredo, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais évidemment, ses absences répétées, son insuffisante régularité vont faire de lui une véritable plaît pour Colloredo, qui le prend en grippe tout simplement. Et alors là, il va y avoir des mois et des années même d'une sorte de dispute permanente entre ce prince archevêque qui ne comprend pas le génie de son Concertmeister et ce musicien beaucoup trop indocile. Finalement, en 1777, Mozart déclare forfait. Il quitte Salzbourg pour un temps, il entreprend une nouvelle grande tournée à la recherche d'un emploi moins étriqué. Et cette fois, il part sans son père, parce que Léopold est justement tenu à Salzbourg par sa charge. Puisque maintenant l'archevêque tient à ce que tout le monde soit à son pupitre à heure fixe, Léopold ne peut plus voyager. C'est donc la mère de Mozart, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est Maria Anna, une forte femme pleine de vie. Vous savez, une de ces bonnes Allemandes du XVIIIe siècle, avec leur solide bon sens et leur sens du confort. C'est Maria Anna qui va accompagner son fils. Pour Léopold, c'est terrible. Il se penche à la fenêtre de leur petite maison de Salzbourg. Il voit la voiture qui s'en va, croulant sous les bagages. Ils sont partis pour longtemps. Et il écrit dans la première lettre qu'il adresse à sa femme, « Après que vous êtes partis tous les deux, j'ai remonté l'escalier très tristement. Je me suis laissé tomber sur une chaise et n'ai rien pu faire d'autre de la journée. » Il est complètement abattu, le pauvre Léopold. Son jeune prodige de 18 ans est parti. Alors, quand je dis prodige, c'est plus le petit prodige en dentelle. Maintenant, c'est un musicien qui va entrer en concurrence directe avec d'autres. D'autres qui sont sans doute moins doués que lui, mais qui peuvent se montrer parfois aussi beaucoup plus conciliants. Si vous regardez ce qu'est Mozart à l'époque, il n'est jamais qu'un copiste de musique qui propose ses services à un certain nombre d'orchestres de chambre au fur et à mesure qu'il va traverser les différentes cours d'Europe. Il n'est plus tout à fait la vedette qu'il a pu être, bien entendu, et c'est la période des vaches maigres, et c'est la période des refus et des rebuts, avec parfois des scènes épouvantables. On sait à quel point Mozart a conservé de son séjour à Paris en 1878 un très mauvais souvenir. Et il faut dire qu'on ne l'a pas bien accueilli. C'est le moins qu'on puisse dire. Il le raconte à son père dans des lettres d'ailleurs qui ne manquent pas de pittoresques, où il montre à quel point l'aristocratie française de l'époque sait se montrer grossière avec les artistes et notamment avec les musiciens.